Je n'avais jamais cru aux créatures du folklore, jusqu'à ce que l'une d'elles me sauve la vie. Ce qui avait commencé comme une simple randonnée en solitaire dans les Cascade Mountains s'est transformé en une expérience qui a fait voler en éclats tout ce que je pensais savoir de la réalité. Je m'appelle Jake Morrison, j'ai 34 ans, je suis professeur de sciences de l'environnement à Portland, dans l'Oregon. Et voici le récit de la façon dont je me suis perdu en pleine nature, dont j'ai été traqué par un prédateur et sauvé par quelque chose qui ne devrait pas exister. J'ai passé toute ma vie d'adulte à explorer les grands espaces. Mes parents m'ont élevé en arpentant les sentiers autour du Mount Hood et à la fin de mes études universitaires, j'avais déjà passé des centaines de nuits à camper dans les forêts du Pacific Northwest. J'avais suivi des stages de survie en pleine nature. Je savais lire des cartes topographiques, m'orienter à la boussole et je connaissais tous les protocoles de sécurité en arrière-pays. Je n'étais pas le randonneur du dimanche qui panique au premier signe de difficulté. J'étais expérimenté et confiant, peut-être même trop confiant, et c'est en partie pour cela que les choses ont si mal tourné. C'était début octobre lorsque j'ai planifié une randonnée en solitaire de 5 jours dans une section reculée des North Cascades. J'avais passé des mois à me préparer, étudiant des cartes topographiques pendant mes pauses déjeuner à l'école, traçant des itinéraires aux marqueurs de couleurs, calculant le kilométrage quotidien et les dénivelés, identifiant les sources d'eau et les sites de camping potentiels. J'avais lu les comptes rendus d'autres randonneurs ayant exploré des zones similaires, prenant des notes sur l'état des sentiers et les dangers éventuels. J'avais vérifié les prévisions météo de manière obsessionnelle des semaines à l'avance, surveillant plusieurs services et comparant leurs prédictions. Les prévisions à long terme pour début octobre s'annonçaient absolument parfaites, promettant 4 jours de ciel dégagé avec des températures douces autour de 15 degrés en journée et 5 degrés la nuit. Aucune précipitation n'était prévue. Des vents légers. En bref, un temps de randonnée idéal. J'ai tout emballé méticuleusement dans mon sac à dos de 65 litres, ma tente ultra légère que je pouvais monter en moins de 5 minutes, mon sac de couchage en duvet conçu pour des températures allant jusqu'à moins 6 degrés Celsius, ce qui était plus que suffisant pour les températures annoncées, mon matelas isolant, une trousse de premiers secours complète que j'avais personnellement assemblée avec tout, des pansements et de l'antiseptique aux antibiotiques sur ordonnance et un épipène. J'ai emporté ma fidèle pompe de purification d'eau, ayant appris il y a des années à ne jamais faire confiance aux sources d'eau en pleine nature, aussi claires qu'elles puissent paraître. J'ai emballé 5 jours de repas lyophilisés, dont mes préférés comme le bœuf bourguignon, le poulet au curry et les pâtes primavera. J'ai pris des bars énergétiques, un mélange de fruits secs, des sachets de café instantané, de la poudre d'électrolyte et même du chocolat noir pour le moral. J'ai inclus des piles de rechange pour ma lampe frontale et une lampe de poche de secours. J'ai apporté des allumettes étanches et un briquet à gaz butane fiable. J'ai emballé mon petit réchaud de camping avec 2 cartouches de combustible. J'ai inclus des couches de vêtements supplémentaires, une veste polaire chaude, une veste de pluie imperméable, des chaussettes en laine de rechange et des chaussures de camp légères pour soulager mes pieds le soir. Plus important encore, j'ai emporté ma balise de détresse par satellite, un appareil orange vif de la taille d'un jeu de cartes qui pouvait envoyer des messages d'urgence prédéfinis et mes coordonnées GPS à un service de surveillance qui contacterait alors les autorités de secours. L'appareil avait un abonnement annuel que je payais fidèlement, même si je le possédais depuis 3 ans, et n'avais jamais eu besoin de l'activer. Je la considérais comme une assurance indispensable, le genre de choses que l'on espère ne jamais utiliser, mais que l'on est incroyablement reconnaissant d'avoir en cas de besoin. J'ai suivi tous les protocoles de sécurité. J'ai donné les détails de mon itinéraire à mon ami Marcus. J'ai rempli un permis de randonnée auprès du service des forêts. Et j'ai dit à tout le monde que je serais de retour le 5e jour à 6 heures du soir.
S'il n'avait pas de nouvelles de moi, il devait contacter les gardes forestiers immédiatement. La première journée s'est déroulée à la perfection. Je suis arrivé au départ du sentier vers 9 heures du matin, après avoir conduit pendant près de 3 heures depuis Portland. Mon pick-up étant l'un des 2 seuls véhicules sur le parking en gravier en ce jour de semaine tranquille de début octobre. L'air était vif et frais, probablement autour de 10 degrés, et je pouvais voir mon souffle formé de petits nuages lorsque j'expirais. Le ciel était sans nuages et d'un bleu éclatant. Ce bleu profond d'automne que l'on ne trouve qu'en montagne, lorsque l'air est complètement pur. J'ai pris mon temps pour m'équiper, ajustant les sangles de mon sac jusqu'à ce que la répartition du poids soit parfaite sur mes hanches et mes épaules, vérifiant une dernière fois que tout ce dont j'avais besoin était facilement accessible. J'ai signé le registre au départ du sentier, notant la date, l'heure et mon itinéraire prévu dans le carnet usé par le temps. Puis, j'ai commencé à marcher avec cette excitation et cette anticipation familière que je ressentais toujours au début d'une aventure. Le sentier bien établi serpentait à travers une magnifique forêt ancienne où des sapins de Douglas et des pruches de l'Ouest, sûrement centenaires, formaient une canopée semblable à une cathédrale. Le sol de la forêt était tapissé d'une mousse épaisse qui brillait d'un vert éclatant là où la lumière du soleil filtrait. Le chemin était bien entretenu et clairement balisé par des marques bleues peintes sur les arbres à intervalles réguliers. J'ai avancé à un excellent rythme, mes jambes se sentant fortes, couvrant les 13 premiers kilomètres en début d'après-midi. Le sentier grimpait régulièrement, gagnant peut-être 450 mètres par des lacets bien tracés. Je me suis arrêté pour déjeuner au bord d'un ruisseau cristallin qui dévalait sur des pierres lisses, l'eau si transparente que je pouvais voir chaque caillou au fond. J'ai filtré de l'eau dans mes gourdes, mangé une barre protéinée et quelques fruits secs, et je me suis senti en paix avec moi-même. Les oiseaux chantaient dans les arbres. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée en rayons dorés. Tout semblait parfait. En fin d'après-midi, j'ai atteint mon campement prévu, une zone désignée avec un foyer et des emplacements de tentes établis. 2 autres randonneurs étaient déjà là, un couple de Seattle, sympathique, avec qui j'ai brièvement discuté avant que nous nous installions chacun de notre côté. J'ai monté ma tente efficacement, cuisiné un bœuf bourguignon lyophilisé sur mon réchaud, regardé le coucher de soleil peindre les sommets lointains de nuances d'orange, de rose et de violet, puis je me suis glissé dans mon sac de couchage à la tombée de la nuit. Je me suis endormi, bercé par le murmure du vent dans les arbres immenses, me sentant satisfait et comblé par la perfection de cette journée. Le 2e jour a commencé tout aussi bien. J'ai levé le camp après un petit déjeuner de flocons d'avoine instantanés et de café. J'ai tout remballé soigneusement et j'ai continué à m'enfoncer plus profondément dans la nature. La matinée était magnifique, fraîche et claire, avec des gouttes de rosée scintillant sur les toiles d'araignée tendues entre les branches. Le sentier grimpait régulièrement à travers une forêt dense, s'ouvrant parfois pour offrir des vues spectaculaires sur des sommets et des vallées lointains enveloppés dans la brume matinale. Vers midi, après avoir grimpé pendant près de 4 heures, j'ai atteint un croisement où le sentier principal rencontrait ce qui semblait être un sentier secondaire partant dans la direction que je voulais prendre. Selon ma carte, ce plus petit sentier me ferait gagner plusieurs kilomètres et m'amènerait à un lac alpin où je prévoyais de camper pour la nuit. Le sentier semblait authentique à première vue, la terre battue et tassée par ce qui paraissait être un passage récent. Il y avait même quelques cairns, ces petits tas de pierres que les baliseurs utilisent souvent pour indiquer les itinéraires. J'aurais dû être plus prudent. J'aurais dû étudier le croisement plus attentivement, sortir ma boussole, prendre des relèvements corrects, vérifier ma carte par rapport aux caractéristiques du terrain que je pouvais voir. Mais je me sentais en confiance. Après la randonnée parfaite de la veille, mes jambes étaient solides, j'avançais bien et le sentier semblait assez évident. Alors,
Je m'y suis engagé sans grande hésitation, convaincu que je prenais un raccourci intelligent qui m'épargnerait du temps et de l'énergie. Cette seule décision, prise nonchalamment dans un moment d'excès de confiance, a absolument tout changé. Pendant la première heure, le sentier semblait correct. Il grimpait abruptement à travers la forêt, ce qui était logique étant donné le dénivelé nécessaire pour atteindre le lac alpin. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer des choses qui auraient dû m'alerter. Le sentier devenait moins distinct, le chemin battu se rétrécissant et devenant envahi par la végétation. Les marques sur les arbres, si régulières et rassurantes sur le sentier principal, avaient complètement disparu. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais simplement sur une section moins entretenue, que ça s'améliorerait plus haut. J'ai continué à marcher, me frayant un chemin à travers des sous-bois de plus en plus denses, enjambant des troncs d'arbres tombés, me baissant sous des branches basses. Après une autre heure, j'ai finalement admis que j'avais fait une erreur. Ce n'était pas du tout un sentier balisé. J'avais suivi une piste de gibier, un chemin créé par des cerfs ou des élans se déplaçant dans la forêt, et elle m'avait complètement égaré. Je me suis arrêté et j'ai sorti ma carte et ma boussole, essayant de déterminer où je me trouvais. Le problème était que la forêt dense m'entourait de toutes parts, sans aucun point de repère visible pour m'aider à m'orienter. J'ai essayé de revenir sur mes pas, mais dans le sous-bois épais, je ne parvenais pas à retrouver le chemin que j'avais suivi. Tout se ressemblait, des arbres et de la végétation à l'infini. J'ai passé les 2 heures suivantes à essayer de retrouver le sentier principal, consultant ma carte à plusieurs reprises, mais je ne faisais que m'égarer davantage. La partie rationnelle de mon cerveau savait que je devais m'arrêter, monter le camp et attendre le matin pour pouvoir réfléchir plus clairement. Mais la panique commençait à s'insinuer en moi et je continuais d'avancer, convaincu que je reconnaîtrais quelque chose de familier si je continuais à bouger. Alors que l'après-midi laissait place au soir, la forêt s'assombrissant sous une épaisse couverture nuageuse qui s'était installée. Je trébuchais sur un terrain de plus en plus accidenté, grimpant sur des rochers couverts de mousse, me frayant un chemin à travers d'épais fourrés qui s'accrochaient à mes vêtements et à mon sac. Mon eau commençait à manquer et je n'avais pas vu de ruisseau depuis des heures. J'étais épuisé, frustré et je luttais contre la panique. C'est alors que le désastre a frappé. Je descendais une pente raide, cherchant un terrain plus facile, et quand j'ai posé le pied sur ce qui semblait être de la terre ferme. Mais c'était en fait une fine couche de mousse et de feuilles mortes recouvrant des roches instables et du vide. Mon pied s'est enfoncé, j'ai complètement perdu l'équilibre, et je suis tombé lourdement sur la pente rocheuse en contrebas. J'ai senti ma cheville droite se tordre violemment, se pliant dans une direction qu'elle n'aurait jamais dû prendre, alors que tout mon poids, plus les 22 kilos de mon sac à dos, s'abattait dessus avec une force écrasante. La douleur a été immédiate et absolument atroce, un éclair de pure agonie, d'une intensité foudroyante, remontant le long de ma jambe. Je me suis entendu crier, le son résonnant dans la forêt silencieuse. Je suis resté allongé là sur le sol rocailleux pendant plusieurs minutes, peut-être plus. Le souffle court, essayant de ne pas hurler, des vagues de nausée me submergeant. Quand j'ai finalement repris mon souffle et que ma vision s'est stabilisée, j'ai retiré ma chaussure et ma chaussette avec des mains tremblantes. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ma cheville était déjà très enflée, la peau virant au violet et au bleu foncé. L'articulation entière grotesquement déformée. Le moindre contact provoquait de nouvelles vagues de douleur. Je pouvais à peine la bouger sans avoir envie de vomir à cause de l'intensité de la souffrance. J'ai su immédiatement qu'il s'agissait au minimum d'une grave entorse, très probablement d'une ou même de plusieurs, et une fracture. Quoi qu'il en soit, j'étais dans de sales draps. J'ai réussi à bander ma cheville avec une bande élastique de ma trousse de secours et j'ai remis ma chaussure pour assurer un soutien et une compression. J'ai pris de l'ibuprofène et bu de l'eau, essayant de me calmer et de penser logiquement.
J'étais à des kilomètres du sentier principal, complètement perdu, avec une cheville gravement blessée qui rendait la marche extrêmement difficile. Le soleil se couchait, la nuit tomberait dans moins d'une heure. Je devais monter le camp, me reposer et réévaluer la situation le matin. J'ai trouvé une zone relativement plate abritée par de gros rochers. J'ai réussi à monter ma tente malgré la douleur et je me suis glissé dans mon sac de couchage. J'ai mangé un repas froid car je n'avais pas l'énergie de m'occuper de mon réchaud. Cette nuit-là fut l'une des plus longues de ma vie. Allongé, éveillé par la douleur et la peur, à l'écoute de chaque bruit de la forêt. Le matin a apporté une froide réalité. Ma cheville était encore plus enflée, l'ecchymose s'était étendue à mi-mollet, et poser le moindre poids dessus était atroce. Je pouvais boitiller sur de courtes distances en utilisant une branche solide comme béquille improvisée, mais il était impossible de parcourir les kilomètres nécessaires pour retourner au sentier principal. Je devais appeler à l'aide. J'ai sorti ma balise de détresse par satellite, j'ai appuyé sur le bouton SOS et j'ai attendu la confirmation que mon signal avait été envoyé. Rien ne s'est passé. J'ai réessayé. Toujours rien. J'ai examiné l'appareil attentivement et j'ai senti mon estomac se nouer en remarquant une fissure dans le boîtier que je n'avais pas vue auparavant. L'appareil avait dû être endommagé lors de ma chute. Il était mort, complètement inutilisable. Mon plan de secours, ma police d'assurance, ne valait plus rien. J'ai passé toute cette journée à essayer de trouver une solution. J'ai tenté de marcher, mais après une 50aine de mètres douloureux, j'ai dû m'arrêter. À ce rythme, il me faudrait des jours pour couvrir une distance significative, et je n'étais même pas sûr de la direction à prendre. J'avais de la nourriture et de l'eau pour plusieurs jours encore, mais elles finiraient par s'épuiser. Mon meilleur espoir était que, lorsque je ne serais pas rentré à temps, Marcus alerterait les gardes et qu'ils enverraient des équipes de recherche. Mais j'étais si loin de mon itinéraire prévu que me trouver serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, je devais essayer de me rendre aussi repérable que possible. J'ai passé des heures à ramasser des branches et à les disposer en un grand signal SOS dans une petite clairière près de mon camp, chaque lettre mesurant peut-être 3 mètres de haut. J'ai accroché du ruban de signalisation orange vif aux branches des arbres environnants, créant des marqueurs qui pourraient être visibles depuis les airs. Je soufflais périodiquement dans mon sifflet de secours, 3 coups brefs qui résonnaient dans la forêt silencieuse, le signal de détresse universel. Mais aucun hélicoptère n'est apparu. Aucune voix n'a appelé mon nom. Juste la nature sauvage infinie s'étendant dans toutes les directions. Les jours se sont ensuite confondus. Mes réserves de nourriture ont diminué rapidement, alors que j'essayais de rationner soigneusement, mangeant des demi-portions pour tout faire durer. Mais mon estomac était constamment tenaillé par la faim. Ma cheville ne montrait aucun signe d'amélioration, le gonflement restant constant, la douleur lancinante m'accompagnant à chaque instant. Je buvais l'eau d'un ruisseau voisin que j'avais découvert, y boitillant laborieusement 2 fois par jour pour filtrer assez d'eau pour rester hydraté, chaque trajet m'épuisant complètement. Je m'affaiblissais à cause du manque de calories et du stress constant, mon corps se consumant pour survivre. Le temps, qui avait été si parfait au début de mon voyage, a commencé à se dégrader à vue d'œil. Des nuages épais et gris sont arrivés, la température a chuté de manière notable et une pluie froide et persistante a commencé à tomber, ce que j'estimais être le 4e, peut-être le 5e jour. Je me suis blotti dans ma tente, frissonnant malgré mon sac de couchage et toutes les couches de vêtements que j'avais apportées, sentant l'espoir s'évanouir à chaque goutte de pluie qui tambourinait contre la toile de nylon. C'est le 5e jour, peut-être le 6e, j'avais perdu le fil, que tout a changé. J'étais sorti de ma tente le matin, cherchant désespérément de la nourriture, pensant que je pourrais peut-être trouver des baies ou quelque chose de comestible. Je boitillais à travers la forêt, m'appuyant sur mon bâton, quand j'ai entendu quelque chose bouger dans les broussailles derrière moi. Je me suis retourné
et j'ai vu un puma, à une cinquantaine de mètres, qui m'observait avec une concentration intense. Le grand félin était énorme, pesant facilement plus de 50 kilos, sa fourrure fauve ondulant sur des muscles puissants. Nos regards se sont croisés et j'ai senti une terreur primaire m'envahir. J'en savais assez sur la faune pour comprendre à quel point la situation était dangereuse. Les pumas attaquent rarement les humains adultes en bonne santé, mais je n'étais pas en bonne santé. J'étais blessé, faible et vulnérable, exactement le genre de proie que les prédateurs ciblent. Le puma a commencé à se diriger vers moi, non pas en courant mais en marchant délibérément, réduisant la distance. J'ai essayé de paraître plus grand en levant les bras, mais le mouvement m'a fait perdre l'équilibre et j'ai failli tomber. Le puma continuait d'avancer. J'ai crié, essayant de paraître agressif et intimidant, mais ma voix est sortie faible et désespérée. Le puma était maintenant à une trentaine de mètres, se déplaçant avec cette grâce féline caractéristique, confiant et patient. J'allais mourir. Après tout ça, après avoir survécu à la perte et à la blessure, j'allais être tué par un puma au milieu de nulle part. Je ne pouvais pas courir, pas grimper à un arbre, pas me défendre efficacement. Je suis juste resté là, appuyé sur ma béquille improvisée, à regarder la mort approcher. Puis quelque chose d'autre a bougé dans la forêt. Quelque chose de bien plus grand que le puma. J'ai entendu des pas lourds, des branches se briser, et un son profond et résonnant, à mi-chemin entre un grognement et un rugissement, complètement différent de tout ce que j'avais jamais entendu. Le puma s'est arrêté net, son attention se détournant de moi pour se porter sur ce qui produisait ce son. Une silhouette massive a émergé des arbres denses derrière le félin, et j'ai senti mon esprit lutter pour comprendre ce que je voyais. Elle mesurait bien 2,40 m, était couverte de poils bruns foncés, avec une large poitrine et des bras incroyablement longs. Le visage était plat, presque humain, mais distinctement différent, avec une arcade sourcilière proéminente et une mâchoire large et puissante. Elle marchait debout sur 2 jambes, avec une démarche étrange et fluide. La créature, et j'ai su instantanément ce que c'était, même si chaque parcelle rationnelle de mon cerveau insistait sur le fait que c'était impossible, se concentra entièrement sur le puma. Elle fit quelques pas de plus en avant, émettant à nouveau ce son profond et menaçant, et l'effet sur le félin fut immédiat. Le grand chat a aplati ses oreilles, a baissé son corps et a reculé. Le Bigfoot, Sasquatch, appelez-le comme vous voulez, a fait un autre pas en avant et a poussé un son qui était à la fois un rugissement et un cri, si fort et si primaire qu'il semblait faire vibrer l'air lui-même. Le puma a tourné les talons et s'est enfui, disparaissant dans la forêt en quelques secondes. Je suis resté figé sur place, incapable de bouger, de penser ou même de respirer correctement. Le Sasquatch a lentement tourné sa tête massive et m'a regardé droit dans les yeux. Nous sommes restés là pendant ce qui m'a semblé une éternité, bien que ce ne fût probablement que 30 secondes en réalité, à nous fixer à travers une vingtaine de mètres de sol forestier. Ses yeux étaient sombres et remarquablement intelligents, distinctement simiesques dans leur profondeur et leur concentration. Mais il y avait quelque chose dans ce regard qui suggérait une conscience et une compréhension bien au-delà de ce que j'avais jamais vu chez les gorilles ou les chimpanzés dans les zoos. La créature n'était pas menaçante dans sa posture ou son comportement. Elle n'était pas agressive ou prédatrice. Elle m'observait simplement avec ce qui semblait être de la curiosité ou peut-être de l'inquiétude, sa poitrine massive se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration lente et mesurée, puis lentement et délibérément se déplaçant avec une douceur surprenante pour quelque chose. D'aussi massif, le Sasquatch s'est retourné et a commencé à marcher à travers la forêt. Il a fait plusieurs pas lourds, chaque foulée ne faisant presque aucun bruit malgré son poids évident. Puis s'est arrêté et m'a regardé par-dessus sa large épaule. Il a émis un son plus doux, presque comme un grognement ou un souffle sourd, pas menaçant, mais presque comme une invitation. Puis il a continué à marcher. Il attendait clairement, sans l'ombre d'un doute, que je le suive. Tout mon instinct rationnel me hurlait que c'était de la pure folie.
C'était une créature qui n'était pas censée exister selon la science moderne, quelque chose issu des légendes amérindiennes, des histoires de feux de camp et des vidéos truquées granuleuses, et j'envisageais sérieusement de la suivre dans la nature sauvage. Mais j'étais perdu, gravement blessé, affamé, et je venais d'être presque tué par un puma. Je n'avais littéralement aucune autre option. Si je restais où j'étais, je mourrais en quelques jours. Si cette créature me voulait du mal, je mourrais rapidement. Si elle essayait de m'aider d'une manière ou d'une autre, alors peut-être, juste peut-être, avais-je une chance de survivre. J'ai commencé à boitiller derrière le Sasquatch, utilisant mon bâton improvisé pour soutenir ma cheville blessée, me déplaçant aussi vite que possible, ce qui n'était pas très rapide du tout. La créature maintenait un rythme lent et régulier, ses longues foulées couvrant efficacement le terrain sans se presser. Elle s'arrêtait périodiquement pour me laisser la rattraper, me gardant toujours en vue, vérifiant toujours que je suivais et que je n'étais pas en détresse immédiate. Nous avons voyagé ainsi pendant ce qui a dû être des heures, le Sasquatch me guidant à travers la forêt dense avec une connaissance intime évidente du terrain. Il choisissait des passages relativement plus faciles pour moi malgré ma blessure, évitant les pentes raides et les sous-bois denses lorsque c'était possible, empruntant des couloirs naturels entre les arbres et autour des obstacles. De temps en temps, il s'arrêtait et se retournait comme pour s'assurer que je tenais le coup, et je jure qu'il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude dans ses yeux sombres et intelligents. Alors que l'après-midi laissait place au soir et que la lumière commençait à baisser, j'étais complètement épuisé et en proie à une douleur intense et incessante. Chaque pas envoyait des décharges d'agonie à travers ma cheville et le long de ma jambe. Je ne pouvais plus avancer. J'ai trébuché jusqu'à l'arrêt, m'appuyant lourdement sur mon bâton. Et je suis simplement resté là, le souffle court, la vision trouble. Le Sasquatch s'est également arrêté, se tournant pour me faire face. Il m'a observé un long moment, la tête légèrement inclinée comme pour évaluer mon état. Puis, à ma stupéfaction totale, il a commencé à ramasser des branches et de la végétation sur le sol de la forêt. J'ai réalisé avec un choc de compréhension qu'il créait un abri de fortune pour moi, rassemblant des branches tombées et des rameaux de pin contre un gros rocher pour former un coupe-vent rudimentaire et une couverture. Quand il a eu fini, la créature a fait un geste avec un de ses bras massifs et poilus, presque comme pour m'indiquer que je devais me reposer là, que cet espace était pour moi. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise 2 fois. Je me suis effondré avec gratitude dans l'abri, mon corps hurlant de fatigue et de douleur, reconnaissant pour cette protection même minimale contre l'air froid du soir. Le Sasquatch s'est éloigné, à une vingtaine de mètres, et s'est installé contre un gros tronc d'arbre d'où il avait une vue dégagée sur moi et la forêt environnante. Il montait la garde. Il veillait sur moi, me protégeant des dangers qui pourraient surgir dans l'obscurité. Je me suis endormi presque immédiatement, d'épuisement pur, la dernière chose que j'ai vue étant cette silhouette massive se découpant sur les arbres qui s'assombrissaient. Je dois m'être endormi d'épuisement car je me suis réveillé au milieu de la nuit, au son de quelque chose qui bougeait dans l'obscurité. Je pouvais voir la silhouette vague du Sasquatch toujours à sa place contre l'arbre, complètement immobile et silencieux. Quelque chose d'autre était là, tournant autour de la zone. Et j'ai entendu le même son profond et menaçant du Sasquatch, un avertissement à ce qui approchait. L'autre animal, probablement encore le puma ou peut-être un ours, s'est éloigné. Le Sasquatch m'avait protégé toute la nuit. À l'aube, je me suis réveillé et j'ai trouvé le Sasquatch toujours là, toujours en train de veiller. Quand il a vu que j'étais réveillé, il s'est levé et s'est remis en marche et j'ai forcé mon corps endolori à le suivre. Nous avons voyagé pendant plusieurs heures encore, le Sasquatch me guidant avec une détermination patiente. Puis, en fin de matinée, j'ai entendu quelque chose qui a fait bondir mon cœur. Des voix humaines qui appelaient, qui cherchaient. L'équipe de recherche et de sauvetage que Marcus avait alertée était à ma recherche. Le Sasquatch a également entendu les voix.
Il s'est arrêté et s'est tourné pour me regarder une dernière fois. J'ai essayé de parler, de dire merci, d'exprimer d'une manière ou d'une autre ce que cette créature avait fait pour moi, mais aucun mot n'est sorti. Le Sasquatch m'a juste observé pendant quelques secondes avec ses yeux intelligents et pleins de savoir. Puis, il s'est retourné et est reparti dans la forêt, se déplaçant rapidement maintenant, disparaissant dans la végétation dense en quelques instants. J'ai crié en direction des voix, agitant les bras, et bientôt 2 membres de l'équipe de recherche et de sauvetage sont apparus à travers les arbres. Ils ont été choqués de me trouver, surpris que je sois en vie après avoir été perdu pendant 6 jours. Ils ont appelé par radio pour une évacuation par hélicoptère, m'ont donné de l'eau et de la nourriture d'urgence, m'ont enveloppé dans une couverture de survie. Ils m'ont demandé comment j'avais survécu, comment j'avais réussi à aller si loin de l'endroit où je devais être. Je leur ai dit que je m'étais perdu, que je m'étais blessé à la cheville et que j'avais réussi à naviguer dans la direction où je pensais que se trouvait le sentier principal. Je n'ai pas mentionné le puma. Je n'ai pas mentionné le Sasquatch. Comment aurais-je pu ? Ils m'auraient cru en plein délire ou victime d'hallucinations dues à l'exposition au froid. L'hélicoptère est arrivé en moins d'1 heure et m'a transporté à un hôpital où les médecins ont traité ma grave entorse à la cheville, ma déshydratation et ma légère hypothermie. J'ai passé 2 jours à l'hôpital, à récupérer, répondant aux questions des gardes du parc sur ce qui s'était passé. Je leur ai donné une version des faits qui était vraie dans les grandes lignes, mais qui excluait les parties impossibles. Je m'étais perdu, je m'étais blessé, j'avais essayé de me secourir moi-même, mais je n'avais pas pu revenir. L'équipe de recherche m'avait trouvé. Aussi simple que ça. Tout le monde a loué mes compétences en survie et ma préparation. Ils ont dit que j'avais eu de la chance. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils avaient raison. C'était il y a 5 ans. Je ne suis jamais retourné dans cette partie des cascades et je ne suis pas sûr de le faire un jour. Je pense constamment à cette expérience, rejouant chaque instant dans ma tête, essayant de donner un sens à ce qui s'est passé. J'enseigne toujours les sciences de l'environnement, je fais toujours de la randonnée, mais je suis différent maintenant. Je suis plus prudent, plus humble quant à ce que je pense savoir. Je suis aussi plus ouvert aux possibilités, plus disposé à admettre que le monde contient des mystères que nous ne comprenons pas entièrement. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur les observations et les rencontres avec des Sasquatch. La plupart des rapports décrivent les créatures comme étant timides et insaisissables, évitant le contact humain autant que possible. Mon expérience correspond à ce schéma. Le Sasquatch aurait pu simplement regarder le puma me tuer et s'en aller. Personne ne l'aurait su, mais il a choisi d'intervenir. Il a choisi de m'aider, de me guider, de me protéger et de me conduire au salut. Pourquoi ? Je me suis posé cette question des milliers de fois. Peut-être que le Sasquatch m'a reconnu comme un autre être intelligent en détresse et s'est senti obligé d'aider. Peut-être y a-t-il une sorte de compréhension ancestrale chez les primates pour s'entraider en cas d'urgence. Peut-être que la créature agissait simplement selon sa nature fondamentale, quelle que soit cette nature. Je n'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est que lorsque j'en avais le plus désespérément besoin, alors que j'étais certain que j'allais mourir seul dans la nature, une créature que la science insiste à dire qu'elle n'existe pas est sortie de la forêt et m'a sauvé la vie. Je n'ai jamais raconté cette histoire publiquement jusqu'à présent. Je n'ai jamais essayé de prouver ce qui s'est passé ou de convaincre qui que ce soit. Je n'ai ni photo ni preuve matérielle. Je n'ai que mes souvenirs et la certitude qui vient de l'expérience directe. Je sais que le Sasquatch existe parce que j'en ai rencontré un. J'ai interagi avec un. J'ai été sauvé par un. Ce n'est pas de la spéculation ou un vœu pieux, c'est la réalité. Parfois, je me demande si j'aurais dû essayer de documenter la rencontre, de ramener des chercheurs dans la région et de les aider à chercher des preuves. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Ces créatures ont clairement fait de grands efforts pour éviter le contact humain pendant des siècles.
Elles ont préservé leur intimité et leurs secrets malgré notre technologie et notre détermination à cataloguer chaque être vivant. Qui suis-je pour violer cela? Le Sasquatch m'a montré de la pitié et de la bonté alors qu'il aurait pu simplement me regarder mourir. Le moins que je puisse faire est de respecter son droit à rester non découvert et non dérangé. Si la science prouve un jour l'existence du Sasquatch par d'autres moyens, très bien. Mais je ne serai pas celui qui les exposera. Ma rencontre était un cadeau, pas une occasion de chercher la gloire ou l'attention. Je suis devenu plus ouvert d'esprit dans mon enseignement quand les élèves me demandent si des espèces non découvertes pourraient encore exister, s'il pourrait y avoir de grands animaux vivant dans des régions reculées que nous n'avons pas encore documentées. Je ne rejette plus cette possibilité. Je leur dis que le monde naturel est plus grand et plus étrange que la plupart des gens ne le réalisent, que de nouvelles espèces sont découvertes régulièrement, que de vastes étendues sauvages restent relativement inexplorées. Je ne leur parle pas de ma rencontre. Ils sont jeunes et sont encore en train de forger leur compréhension de la science et de la pensée critique. Je ne veux pas les embrouiller ou leur faire remettre en question des méthodes scientifiques légitimes. Mais je porte cette connaissance avec moi, chaque jour. Quelque part dans les montagnes du Pacifique Nord-Ouest, quelque part dans les forêts profondes où les humains s'aventurent rarement, vit une espèce de grand primate intelligent qui a appris à coexister avec l'humanité en restant caché. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est un fait, que la science traditionnelle l'accepte ou non. Le Sasquatch aurait pu m'ignorer complètement. Il aurait pu laisser la nature suivre son cours, mais il a choisi la compassion à la place, il a choisi d'intervenir, et grâce à ce choix, je suis en vie aujourd'hui pour partager cette histoire. J'espère que, où que soit le Sasquatch maintenant, il comprend à quel point je lui suis reconnaissant. J'espère qu'il sait que sa gentillesse n'a pas été vaine ou mésestimée. À tous ceux qui lisent ceci et qui prévoient de s'aventurer dans des zones sauvages reculées, s'il vous plaît, soyez prudents. Respectez la faune et le terrain. Apportez l'équipement approprié et informez les autres de vos plans. Ne faites pas les erreurs que j'ai commises, mais gardez aussi l'esprit ouvert sur ce qui pourrait être possible. Le monde est plus vaste et plus étrange que nous ne le reconnaissons habituellement. Il y a des êtres qui vivent dans les forêts profondes que nous commençons à peine à comprendre. Et si jamais vous vous retrouvez perdu et effrayé et que vous détectez quelque chose qui bouge à travers les arbres, ne supposez pas automatiquement que c'est dangereux. Parfois, les créatures les plus redoutables possèdent les cœurs les plus bienveillants. Parfois, les monstres se révèlent être des sauveurs. J'ai appris cette leçon de première main, agenouillé et blessé dans la nature sauvage, pendant qu'un Sasquatch faisait fuir un puma avant de me conduire en sécurité. Voilà mon histoire. C'est ce qui m'est arrivé dans les Cascade Mountains il y a 5 ans. Croyez-le ou non, c'est à vous de voir. Moi, je connais la vérité. Et quelque part dans ces montagnes, un Sasquatch la connaît aussi. Il sait qu'il a sauvé la vie d'un randonneur perdu. Il sait qu'il a fait preuve de pitié alors qu'il aurait pu ne rien faire. Et peut-être qu'il est toujours là, aidant d'autres personnes qui se perdent et ont peur dans la nature. J'espère que c'est vrai, car le monde a besoin de plus de bonté comme celle-là, même de la part de créatures auxquelles nous ne sommes pas censés croire. Surtout de la part de créatures auxquelles nous ne sommes pas censés croire.